Allez, salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir le nouveau Hyundai Santa Fe. Alors pourquoi Santa Fe aussi? Je suis allé en prendre un parce que j'avais des kilomètres à faire, donc je voulais en profiter pour faire un peu de route avec cette auto. Je vais avoir fait 1500 km, je vous raconterai un peu mes sensations de conduite par ailleurs. Et comme je viens d'essayer en lancement en avant-première le CX-80, je me suis dit que c'était, qui est son concurrent direct, ou le CX-80 est le concurrent direct, je me suis dit que c'était carrément pas bête de faire le Santa Fe. Donc aujourd'hui j'ai un hybride rechargeable. Alors vous l'avez découvert, il est dans un petit blanc satiné, c'est le 3e niveau de gamme, juste en dessous du très haut de gamme. Vous avez les grosses roues et cette couleur qui est additionnelle. Alors moi personnellement, vous l'avez vu, de l'avant je trouve que c'est plutôt sympa, j'aime bien, c'est un peu massif, mais en tout cas ça a un style à lui, avec les feux en X, vous verrez sur les photos, sur l'article, c'est plutôt sympa. Donc moi la partie avant j'aime bien, ça a aussi un petit côté Land Rover, avec les petites pointes sur les côtés, etc. À l'arrière je suis un peu moins fan, comme c'est un 7 places, c'est plutôt long, c'est pas loin de 5 mètres, 4 mètres 90 si je dis pas de bêtises, parce qu'un CX-80 ça fait 10 cm de plus. Disons que ça fait un peu étiré, vous voyez, sur le vitrage on a l'impression que ça a été rallongé. Je pense qu'il y a une version 5 places plus courte qui doit exister en particulier pour le marché américain. Donc voilà pour le look, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Vous allez voir, c'est très classique. C'est du noir, du TEP, du plastique, un intérieur cuir, donc c'est avant, il y a un niveau haut de gamme avec du cuir nappa, c'est du cuir plastique, avec 2 mémorisations de portes. L'écran, je vais essayer de l'allumer, hop, s'il veut, le coquin, oui. Voilà, bon, j'ai pas eu mal, il y a du rangement, j'ai pas eu de mal pour... attention, parce qu'il couine un peu, hop, parce que la porte est ouverte évidemment. Il y a du rangement. Vous avez 2 supports, on va l'éteindre parce que sinon il va nous fatiguer. Vous avez 2 supports donc dans ce niveau de gamme là avec la recharge par induction. L'emplacement est vraiment super, ça c'est une bonne chose. Par contre ça pousse pas très fort, c'est-à-dire que quand vous mettez la navigation et la musique, et ben ça baisse et ça n'arrive pas à recharger sur mon téléphone en tout cas. Vous voyez, alors les combis, on a gardé encore des boutons qui sont réels, donc ça c'est plutôt cool, c'est plutôt intuitif. L'écran, il est plutôt sympa, je vous en reparlerai. Il est d'une taille acceptable, juste ce qu'il faut. On va confirmer. J'essaie de vous montrer l'écran principal. Et puis, quoi vous dire d'autre? Les sièges sont plutôt confortables, j'en reparlerai à la conduite, hein. Ça c'est une bonne chose, on trouve facilement sa position de conduite. Et puis après, quoi vous dire, c'est un peu terne, c'est un peu, voilà, c'est très classique. Vous avez, là, vous voyez la taille de l'écran. Si on va être sur la home, voilà. Et vous avez un CarPlay qui fonctionne plutôt correctement. J'ai plutôt une bonne synchronisation, une bonne stabilité de CarPlay. Vous avez la banquette de rang 2 qui s'incline comme sur le CX-80, ça c'est très bien. Vous pouvez avancer, hop, la banquette c'est là aussi plutôt très bien. Vous avez, même quand vous êtes avancé à fond, je vous montre la planche de bord, vous avez encore de la place aux jambes. Et en partie centrale, par contre, le dossier il est raide. Et vous verrez pareil sur son concurrent CX-80, je trouve que le dossier du central de la première rangée est beaucoup plus confortable. Là c'est vraiment dur à utiliser. Bon, on va ressortir et puis je vais vous faire un petit tour, hop, de l'arrière, le coffre et le 3e rang. Bon voilà, on se retrouve à l'arrière du Santa Fe 7 places. Ok, une version plug-in, on en reparlera. Et donc vous allez voir, j'ai passé pas mal de temps à l'arrière parce que c'est un peu le point central. Donc haillon électrique, commande sur la télécommande. Il n'y a pas de commande dessous, ça c'est un petit peu bête. Donc là vous êtes en configuration 5. Donc grand coffre, comme d'habitude, enfin comme souvent, il n'y a aucune place pour ranger ces satanés câbles de recharge. Après on s'étonne que les gens ne les utilisent pas. Et le coffre n'est pas gigantesque. Et alors surtout pour moi un des gros défauts, alors des qualités. Vous avez une ventilation pour le 3e rang, ça c'est très bien, c'est comme sur CX-80, une belle avancée, avec des chargeurs, avec un, comment ça s'appelle, avec une prise électrique, pas avec un gros débit, mais avec un 200 watts, donc c'est quand même très bien. Et donc la banquette qui est rabattue. Juste un petit détail que vous allez voir, c'est que quand la banquette elle est avancée et
du rang 2 rabattu, ça vous fait un trou à cet endroit-là. Donc vous n'avez pas un plancher complètement plat pour ranger les affaires, il y a toutes les choses qui rentrent à l'intérieur. Donc ça c'est un peu couillon. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est le rideau là pour cache-bagages, et ben il fonctionne sur du 5 places, mais quand vous regardez, quand vous n'êtes pas incliné à fond, vous voyez il y a un espace, donc on voit dedans, et surtout quand vous êtes en configuration 7 places, et ben cette barre avec le dérouleur, je ne sais pas ce que vous en faites, mais c'est pas vraiment pratique, et surtout on peut même pas la mettre en largeur en bas, donc c'est vraiment pas GG. Je vais vous montrer la configuration 7 places maintenant. Bon allez, on se retrouve en configuration 7 places, donc je vous l'ai dit, le cache-bagages qui est là, le petit attirail de recharge qui traîne dont on ne sait pas quoi faire, et donc la banquette qui est relevée. Alors là, je suis avec la banquette du deuxième rang avancée à fond, donc plutôt pas mal d'espace. Vous pouvez rabattre en 50-50 la troisième rang, donc c'est plutôt bien gaulé, et en accès, c'est pas hyper pratique, mais pas plus, pas moins que ce qu'on peut avoir dans un CX-80. Et un CX-80, vous avez le 1 tiers comme ça, et un peu plus décalé, donc un peu moins facile d'accès de ce côté-là, donc plutôt bien. Le coffre, il est tout petit, mais ça c'est un peu normal sur un 7, faut pas rêver. Il est peut-être un chouille plus grand sur un CX-80 qui fait 10 cm de plus, donc global, vous avez un peu plus d'habitabilité, mais c'est plutôt pas mal foutu, et assez habitable, etc. Donc ça, et en termes de hauteur, j'ai circulé un peu dans le troisième rang, c'est plutôt bien. Vraiment, moi, le seul regret, c'est pas de sous-coffre pour ranger les câbles, et puis le cache-bagages qui se rentre pas. On en reparlera aussi sur CX-80, vous verrez. Il y a un truc pour le ranger, c'est pas hyper pratique, mais il y a une solution. Voilà. Et voilà, un beau petit bestiau avec une belle logeabilité. Je vous montrerai aussi les photos juste derrière où j'ai tout rabattu et réussi à mettre une porte complète en avançant légèrement le siège avant. Donc en effet, c'est logeable. Mais par contre, vous avez un plancher plat, vous le verrez sur les photos, mais avec des espaces entre. Ça, c'est pas pratique. Est-ce qu'on perd un peu le bazar? Salut à tous, c'est François. On se retrouve pour la deuxième partie. Je vous ai fait découvrir de l'extérieur et de l'intérieur en statique le Hyundai Santa Fe. Et là, je vais vous parler un peu plus expérience de conduite. J'ai pu l'utiliser pendant 4 jours pleins et surtout faire beaucoup de kilomètres, parce que je suis allé à Spa pour voir une course, et donc j'ai pu faire beaucoup de kilomètres. Donc j'ai fait un peu le tour de la bête. Le design intérieur-extérieur, on a fait le tour. On va continuer sur l'aspect intérieur. Confort en particulier, la voiture est très silencieuse, quels que soient les régimes de vitesse, très reposante, on va y revenir sur l'aspect suspension. La sono est superbe, c'est-à-dire que vous avez un véhicule peu sonore, très bien suspendu, les sièges sont superbes, à l'arrière c'est très bien aussi, pas évidemment le siège central arrière, ça aurait été étonnant, mais par contre les deux sièges latéraux arrière sont très bien. J'avais ma fille qui était à l'arrière et qui était super bien installée. Le troisième rang, ça reste du dépannage, c'est pas fait pour transbahuter cet adulte. Bon voilà, faut pas demander des miracles, quelles que soient les 7 places, c'est quand même toujours un peu compliqué, mais c'est plutôt très bien. Donc de ce côté-là, vraiment très très bien. L'intérieur, je l'ai décrit. À l'usage, l'aspect intérieur, je vais pas trouver beaucoup de défauts. Il y a les deux inductions en particulier qui sont l'une à côté de l'autre sur le niveau d'équipement qu'on a. C'est-à-dire qu'on voit le téléphone, il est super accessible. Ça, bravo, formidable. On voit comment ça charge, etc. Donc c'est bien foutu. J'ai pas fait beaucoup de choses sur l'aspect qualitatif précédemment. C'est très qualitatif, très bien ajusté. C'est pas, ça manque un petit côté waouh, un petit côté vraiment haut de gamme. Alors apparemment, nous on a juste l'avant-dernier niveau. Il y a un cuir Nappa qui est un peu plus haut de gamme. Voilà, c'est très propre, c'est très carré. Ça fait quasiment allemand, mais ça manque un petit peu de vrai haut de gamme. Je sais pas comment exprimer, voilà. Moi, un regret aussi, c'est que, a priori, si j'ai pas tout loupé, il n'y a pas de toit ouvrant, pas de toit vitré disponible. Ça, je trouve ça vraiment dommage sur un haut de gamme. Donc voilà, quoi vous dire d'autre, les commandes à volant, ça fonctionne. La commande de levier de vitesse, il est là, à cet endroit-là, c'est un basculeur. C'est pas le truc habituel, donc ça déstabilise. Je pense qu'à l'usage, on doit s'habituer. Mais quand même, quand vous êtes braqué, vous savez jamais si vous êtes en marche arrière, en marche avant. Par contre, il n'y a pas beaucoup de latence entre le moment où on bascule et où ça va en avant, où ça va en arrière. Donc ça, c'est plutôt bien foutu. L'écran est assez synthétique, lisible, il n'y a pas de souci. Il y a des petites palettes. C'est pas pour jouer avec la boîte automatique, parce que c'est une boîte automatique.
puis rapport, mais pour augmenter, baisser ou augmenter la régénération. Et donc tant qu'on parle, ça me fait la transition régénération et donc consommation. Donc c'est un hybride de 253 chevaux, à peu près 160, un 1,6 turbo de 160 chevaux, plus 100 chevaux en électrique. Ça marche bien. Ça suffit largement, on reviendra sur la pure consommation et donc vous pouvez recharger à l'avance la partie hybride qui est donnée pour 54 km en full élec. Moi j'ai plutôt fait 40. J'ai pas essayé en charge rapide, je n'ai branché que sur le 220. Dans ce cas là c'est à peu près 6 heures pour recharger quand vous êtes à 0 et 3 heures si vous êtes en 11 kW. Pour la conso, je suis un peu décalé par rapport. J'ai regardé les essais de mes camarades, parce que je me cultive aussi un petit peu. C'est toujours intéressant d'avoir l'avis des autres. Eux ont annoncé des 5, 6, 7 litres en mixte. C'est-à-dire plutôt. Alors, en effet, la voiture, comme vous avez les régénérations adaptatives et tout, en ville, est plutôt assez efficace. Moi, réserve avec la batterie, parce que quand on met avec la batterie, avec l'électrique, avec la batterie pleine, il n'y a pas de consommation, on fait 1,5 litre, donc la question ne se pose plus. Quand on est descendu à peu près à un quart de batterie, donc on travaille plus ou moins fortement avec le socle, ce qui reste toujours dans la batterie. Donc pour moi, de mon côté, en mix ville, départemental, pour aller à la campagne, j'ai tourné en étant gentil à 7,5 litres, en roulant un peu plus fort à 8,5 litres, à 9,5 litres sur autoroute aux vitesses ultra légales, dirons-nous, et en roulant un peu plus et en étant beaucoup plus soutenu, on est plutôt à 10, 10,5. Pour moi, sur du trajet autoroutier batterie vide, c'est difficile d'envisager quelque chose en dessous de 8,5 litres, 9 litres, à moins de rouler à 90 km/h parce qu'on a l'impression d'avoir une voiture électrique. Donc ça, c'était sur l'aspect consommation. Donc un petit peu déceptif, mais la voiture elle est quand même très très grosse et je dirais un petit peu déceptif par rapport aussi à la puissance. C'est-à-dire que j'ai encore en tête le CX80 que j'ai essayé il n'y a pas longtemps, la semaine dernière pour dire, qui lui fait 350 chevaux, qui est aussi un 4 roues motrices. Et qui lui va faire une consommation globalement équivalente ou même un peu inférieure et il y a quand même beaucoup plus de pêche. Donc voilà, donc ça marche très bien, ça suffit largement, c'est 9 secondes 3 au 0 à 100, limité à 180 km/h, un CX80 c'est 195 km/h, c'est 6 secondes 5. Voilà, donc c'est dynamique, mais ça n'est pas sportif quand même un CX80, moi je dirais qui est vraiment pour moi aujourd'hui la référence et exactement dans la même catégorie de prix, mais on y reviendra, vous verrez l'essai du CX80 en parallèle. Je pense que c'est intéressant parce que les produits sont vraiment en pure comparaison. Donc voilà, châssis, c'est très 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 bien suspendu, c'est un petit peu, quelle que soit la route, c'est ultra confort. Il y a de la barre anti-roulis, donc ça prend sur l'autoroute, ça va bien. C'est un petit peu sous-vireur, un peu lourd de l'avant, mais c'est parce que moi j'ai tendance à rouler un petit peu trop vite. Mais pour le Vulgus PQ, c'est vraiment très agréable et très confort et très sympa. Et quoi vous compléter, vraiment voilà, à l'usage, la voiture est vraiment très 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 agréable à la conduite. Elle braque dans un mouchoir de poche, c'est vraiment ça, c'est vraiment pourtant c'est une très grosse auto et donc ça c'est vraiment un point super agréable. Donc voilà, en tenue de route, châssis et confort de roulage, c'est vraiment génial. Bon, après je vais venir sur la chose qui blesse un peu, c'est que alors on m'a promis que c'était en cours d'évolution pour qu'il y ait un raccourci pour tout couper. Aujourd'hui, quand vous avez vous prenez le volant, vous pouvez configurer un bouton pour arriver aux aides à la conduite et là il va falloir aller à 3 endroits différents pour enlever la reconnaissance de fatigue du conducteur qui est fatigante, j'y reviendrai, le maintien de fil qui est aussi fatigant, qui est plutôt bien calibré mais qui est fatigant, et un dernier point qui pour moi est aussi un petit peu fatigant, c'est les détections de panneaux, parce que dès que vous dépassez 30 km/h en ville, vous êtes à 32, il y a le truc qui bip. Donc ça bip beaucoup, donc vous êtes tout le temps en train de l'enlever, donc c'est assez dangereux parce que en tout cas, il faut vous obliger à être au départ et clic, ça fait beaucoup de clics. Et quand vous enlevez tout ça, alors pareil, l'info est remontée, donc ça risque d'évoluer. Quand vous regardez votre passager, quand vous regardez votre passager à l'arrière, quand vous vivez normalement dans une voiture, et bien la détection faciale, même si vous l'avez désactivée, elle continue, et en tout cas aussi en voyant votre action sur le volant, etc., de dire ah, il faut faire une pause.
Et donc moi, je ne comprenais pas au début, je venais de m'arrêter. Je me dis, bon, au bout de 2 heures, il me propose de faire une pause. Non, mais c'était largement... je venais de repartir et il me disait, faites une pause parce que je tenais pas bien mon volant, parce que il voyait plus mon visage. Donc le contrôle bureaucratico-policier, c'est assez fatigant. Il faut leur reconnaître ses qualités de rigueur, des Asiatiques, parce que là c'est des Coréens, mais chez les Japonais c'est pareil. Et là chez nous, un peu la grappe, on est des Européens, on est des grands, et surtout, nous mettre des aides à la conduite qui sont pas efficientes, à un moment c'est fatigant. Donc voilà, donc a priori ça va être modifié parce que je crois en ce qu'on dit chez Hyundai, mais vraiment cet aspect-là est vraiment extrêmement, pour moi, extrêmement pénible. Dans les petits regrets aussi que je vais rajouter, un réservoir de 47 litres. C'est un gros véhicule, c'est fait pour rouler, pour faire des gros trajets comme j'ai fait. 47 litres, à partir du moment où vous êtes un peu chargé, que vous roulez, que vous faites de l'autoroute, vous trimballez à peu près, allez, voilà, je vais vous dire 9 litres, vous faites rien en kilométrage. Qui plus est, vous n'allez pas tirer en vous disant je vais finir avec 20 bornes d'autonomie. Donc ça, je trouve ça vraiment un peu dommage. L'autre point, c'est que c'est un concept de tout compris, donc on est de 60 000 à 69 000 euros suivant les équipements, donc ça c'est bien, mais par contre il y a des petites choses, l'éclairage il fonctionne, il est adaptatif, c'est-à-dire que le plein phare se coupe quand vous avez des voitures qui arrivent en face, ça éclaire très bien, mais on aurait aimé un Matrix LED un peu plus performant. C'est peut-être parce que moi je suis ambitieux, mais on commence aussi à être dans des niveaux de gamme où le prix ressemble de plus en plus à un produit premium, donc on s'attend aussi un petit peu à un produit premium. Donc voilà, donc moi le niveau d'équipement c'est celui, je me souviens plus du nom comme d'habitude, mais qui est à 66 000 euros, qui est 4 000 euros de plus que le niveau d'équipement en bas, en dessous. Ce qui rajoute, c'est le Bose, qui est vraiment super. L'équipement sonore est très bon et surtout la voiture est très insonorisée. Donc vous roulez bien sûr en Allemagne à 160 km/h sur un filet. On n'entend pas le moteur parce que en fait l'électrique accompagne beaucoup. Et donc c'est très silencieux. La suspension est parfaite et vous avez une sono qui vous diffuse sans forcer un son absolument génial. Donc là-dessus, vraiment bravo. Donc 66 000 euros et donc c'est 4 000 euros de plus. Vous avez le Bose et vous avez toutes les assistances du niveau 2 de machin, les angles morts, etc. Bon, si vous aimez bien, c'est valorisé. Sinon, vous trouvez peut-être que c'est un petit peu cher de payer le deuxième système à induction et le Bose 4 000 euros de plus. Donc même le deuxième niveau, c'est pas si bête que ça, sauf des petits détails. Le deuxième chargeur à induction, je trouve ça carrément sympa. Donc vous avez compris, j'ai bien aimé à rouler cette auto avec le petit regret des bip bip dans tous les sens et peut-être un petit peu une consommation quand on roule et quand on essaye un peu forte. Et puis un dernier petit point, là c'est aussi un point important, c'est une grosse auto, ça s'adresse aussi aux gens qui ont des remorques, des vents, des plateaux, des choses comme ça. Et la capacité de traction, ça n'est que 1000 kg. Et par exemple, un CX-80, c'est un peu mon point de repère actuel, c'est 2500 kg. Donc ça fait vraiment une différence. Donc si vous voulez tracter gros, et ben ça n'est pas le véhicule qu'il vous faut, malheureusement. Voilà ce que je pouvais vous dire du Hyundai Santa Fe hybride 2024.